J'ai reçu un appel pour une réparation de climatisation dans un manoir. Dans la salle de bain principale, j'ai trouvé un peignoir blanc, brodé au prénom de ma femme, suivi de son nom d'épouse. J'ai caché mon choc, j'ai terminé le travail, et je lui ai demandé, « Vous vivez seul, ici ?» Il a ri, a pointé le peignoir du doigt, et a dit une chose que je n'aurais jamais voulu entendre. Avant de continuer, abonnez-vous à la chaîne, et dites-nous dans les commentaires depuis quelle ville vous nous regardez. Je travaille dans la réfrigération depuis 22 ans. Je suis entré dans plus de maisons que je ne saurais m'en souvenir, et j'ai appris, il y a bien longtemps, à ne pas regarder ce qui ne me regarde pas. Ce lundi-là, j'ai regardé, et j'aurais préféré ne pas le faire. L'appel concernait une maison située dans une résidence sécurisée. L'une de ses propriétés avec 4 voitures dans le garage, et une pelouse si parfaite qu'elle semble peinte. Le propriétaire m'a accueilli lui-même à la porte, ce qui est rare dans ce genre de demeure, où le personnel de maison vous ouvre presque toujours. Il est monté avec moi au 2e étage pour me montrer la suite, car le problème venait de l'unité de la chambre principale. Pendant que j'examinais l'appareil, il est resté appuyé contre le cadre de la porte. Il me parlait de la chaleur de la semaine, et j'opinais du chef sans vraiment l'écouter. J'avais besoin d'accéder à la bouche d'aération de la salle de bain. Alors, je suis entré, et c'est là que je l'ai vu. Un peignoir blanc suspendu derrière la porte. Un tissu épais, doux, le genre qu'on n'achète que dans les magasins de luxe, avec un nom brodé en fil rose, juste sur la poitrine. Le prénom de ma femme, accompagné du nom de famille qu'elle utilise depuis qu'elle m'a épousé, il y a 14 ans. Je suis resté là, à fixer ce tissu pendant quelques secondes, qui m'ont paru être une éternité. J'ai contenu mon choc, et j'ai fini d'installer la pièce avec des mains fermes, même si tout tremblait à l'intérieur de moi. Puis, j'ai rangé mes outils lentement, en préparant mes mots avant de les prononcer. Quand nous sommes descendus, j'ai posé la question aussi naturellement que possible. Je lui ai dit que la maison était magnifique, qu'on voyait qu'elle était bien entretenue, et je lui ai demandé s'il vivait là tout seul. Il a ri, a pointé le doigt vers le haut de l'escalier, en direction de la suite et du peignoir accroché derrière cette porte, et il m'a répondu. Je vais vous dire exactement ce qu'il m'a dit. Mais d'abord, vous devez savoir qui je suis. Sinon, vous ne comprendrez pas pourquoi ce lundi-là a été le dernier jour de mon ancienne vie. Je m'appelle Oscar. J'ai 45 ans. Je suis devenu technicien en réfrigération à 23 ans, après que mon père m'a dit qu'un métier manuel ne te laisserait jamais à la rue. Et il avait raison. J'ai monté mon atelier de zéro. J'ai commencé avec un vélo, et une boîte à outils empruntée. Aujourd'hui, j'ai 2 camionnettes, 3 employés, et une clientèle bâtie sur 22 années de ponctualité, et de prix juste. J'ai épousé Sandra il y a 14 ans. Elle avait 31 ans. Elle travaillait dans l'administration d'une clinique privée, et c'était la femme la plus organisée que j'ai jamais rencontrée de ma vie. Moi, j'étais un gars avec les mains tachées de graisse, qui parlait peu et travaillait beaucoup. Elle était tout ce qui me manquait. Elle savait parler aux gens. Elle savait gérer la paperasse. Elle savait quoi dire lors des réunions, là où moi, je serais resté silencieux dans un coin. Les premières années ont été belles. Nous vivions dans un petit appartement. Nous mangions ce que nous avions, et aucun de nous ne se plaignait. Quand l'atelier a commencé à se développer, elle a quitté la clinique, et a commencé à gérer la comptabilité de l'entreprise. C'était son idée. Elle disait qu'il était absurde de payer un comptable externe, alors qu'elle pouvait faire mieux, et gratuitement. J'ai accepté. J'ai toujours tout accepté. Je lui ai tout confié. Les factures, les encaissements, le compte bancaire de l'entreprise, et les mots de passe. Moi, je réparais les équipements, et elle gérait les chiffres. C'était notre accord, et cela a fonctionné pendant plus d'1 décennie. Nous n'avons pas eu d'enfants. Nous avons essayé les premières années, jusqu'à ce qu'un médecin nous explique que ça n'arriverait pas. Sandra a accueilli la nouvelle avec une froideur qui, à l'époque, m'a semblé être de la force. Aujourd'hui, avec le recul, je me demande si ce n'était pas autre chose. Nous avons acheté notre maison il y a 9 ans. Une maison normale, dans un quartier normal, avec un jardin où je gardais mes vieux outils, et où elle plantait des choses qui finissaient presque toujours par se dessécher. Ce n'était pas un manoir, mais c'était à moi. Payé avec 22 ans passés à grimper sur des toits brûlants, en plein milieu de l'été. Notre routine était prévisible, et j'aimais ça. Je partais à 7 heures.
Elle restait avec l'ordinateur et la paperasse. Nous dînions ensemble presque tous les soirs. Le samedi, nous allions au marché. Le dimanche, nous regardions la télévision, jusqu'à ce que l'un de nous s'endorme sur le canapé. Jusqu'à ce qu'il y a environ 1 an, la routine change. Cela a commencé par des voyages. Sandra m'a dit qu'un cabinet comptable de la capitale lui avait proposé des missions de conseil le week-end. Des audits, des formations, ce genre de choses. De l'argent facile, 2000 € par week-end, parfois plus. Et moi, qui avais passé 22 ans à travailler les samedis et dimanches quand c'était nécessaire, je n'ai rien vu d'étrange à ce qu'elle le fasse aussi. Elle partait le vendredi après-midi, et revenait le dimanche soir. Au début, c'était 1 fois par mois, puis tous les 15 jours. Au cours des 6 derniers mois, c'était presque chaque week-end. Je restais seul à la maison, à réchauffer ce qu'elle m'avait préparé, et à regarder la télévision avec le volume à fond, pour ne pas entendre le silence. Et il y avait d'autres choses. De petits détails qu'on ne remarque pas sur le moment, mais qui, plus tard, vous reviennent tous d'un coup, comme si quelqu'un les avait gardés dans un tiroir, attendant le bon jour pour le vider sur votre tête. Le téléphone, par exemple. Sandra avait toujours laissé son téléphone n'importe où, sur la table, sur le canapé, près du lit, avec l'écran vers le haut. À un moment donné, l'année dernière, elle a commencé à le laisser toujours face vers le bas, systématiquement, et à l'emmener avec elle aux toilettes. Il y avait aussi cet appel auquel elle a répondu dans le jardin. Elle est sortie, a fermé la baie vitrée, et a discuté en marchant parmi les plantes mortes. Quand elle est revenue, elle m'a dit que c'était le cabinet. C'était toujours le cabinet. Les nouveaux vêtements, aussi. Sandra n'avait jamais été du genre à dépenser pour s'habiller. Soudainement, des affaires que je ne l'avais jamais vue acheter ont commencé à apparaître. Un manteau, des chaussures, un parfum qui coûtait plus cher que ce que je facture pour une installation complète. Quand je lui ai posé la question, elle m'a dit que c'était un cadeau d'anniversaire d'une collègue du cabinet. Et puis, il y avait l'argent. C'était le détail qui me dérangeait le plus à l'époque, bien que je ne puisse pas expliquer pourquoi. Je lui ai demandé quelquefois comment se portaient les comptes de l'atelier, et elle m'a donné la même réponse que d'habitude, que tout était sous contrôle, de ne pas m'inquiéter, et qu'elle s'en occupait. Je l'ai cru. Je la croyais depuis 11 ans. Ce lundi-là, quand j'ai quitté le manoir de la résidence et que je suis monté dans ma camionnette, tous ces petits détails me sont revenus en même temps. Je me suis assis sur le siège du conducteur, les mains sur le volant, sans démarrer le moteur. De là, je pouvais voir le portail de la maison, le garage avec les 4 voitures, les fenêtres du 2e étage où se trouvait la suite. Et, derrière l'une de ces fenêtres, le peignoir blanc avec le prénom de ma femme, brodé en fil rose. J'ai démarré le moteur, et j'ai conduit pendant 20 minutes, sans allumer la radio. Parce que ce que cet homme m'avait répondu, quand je lui avais demandé s'il vivait seul, m'empêchait de penser à autre chose. Il s'appelait Hernan. Il me l'a dit en m'accueillant, me serrant la main comme si j'étais un collègue, et non le technicien venu réparer sa climatisation. Un chirurgien, une voix calme, le genre d'homme qu'on apprécie dans les 10 premières secondes. Il a ri à ma question, a pointé du doigt les escaliers, et m'a dit, seulement pendant la semaine. Ma fiancée est ici le week-end, et nous nous marions en décembre. Et puis, alors que j'essayais de garder un visage impassible, il a ajouté quelque chose de pire. C'est une femme incroyable. Elle a perdu son mari il y a quelques années. Vous savez, elle s'est retrouvée seule, avec beaucoup de dettes. Elle a traversé beaucoup d'épreuves. Son mari mort. Ce mari mort, c'était moi. Moi, debout dans son salon, avec ma boîte à outils à la main, et le cœur battant si fort que je croyais qu'il allait l'entendre. Moi, mort et enterré dans l'histoire que ma femme racontait à un autre homme, le week-end, dans un manoir avec 4 voitures dans le garage. Je lui ai souri. Je ne sais pas comment, mais je lui ai souri. Je lui ai dit que je lui souhaitais beaucoup de bonheur. Je lui ai tendu la facture de 80 € pour l'intervention. Je l'ai encaissée en espèces, et je lui ai laissé ma carte, au cas où il aurait besoin de quoi que ce soit plus tard. Ce fut la seule décision intelligente que j'ai prise ce jour-là, lui laisser ma carte. Quand je suis rentré chez moi, après 19 h, Sandra était dans la cuisine en train de préparer le dîner, comme n'importe quel autre soir. Elle m'a accueilli avec un rapide baiser sur la joue, et m'a demandé comment s'était passée ma journée. Et là, à cet instant, avec l'odeur de la nourriture et le bruit de l'huile dans la poêle,
j'ai pris la décision la plus importante de ma vie. Calme, lui ai-je dit. Un travail dans une résidence près du club de golf. Rien de plus. Pas un mot sur le manoir. Pas un mot sur le peignoir. Pas un mot sur Hernan, le chirurgien veuf qui allait épouser en décembre une femme qui était déjà mariée avec moi. Car, si j'ai appris une chose en 22 ans à entrer dans les maisons des autres, c'est que les gens vous montrent la vérité lorsqu'ils pensent que vous ne regardez pas. Je l'ai observé pendant qu'elle servait le riz. Je cherchais une faille, un tremblement, quelque chose. Mais Sandra a parlé avec le même naturel que d'habitude. Elle m'a dit que le cabinet l'avait encore appelé pour le week-end, qu'elle partirait tôt le vendredi, et qu'elle me laisserait des plats préparés dans le réfrigérateur. Bien sûr, lui ai-je répondu, vas-y. Cette nuit-là, je suis resté éveillé, à fixer le plafond, avec elle qui dormait à mes côtés, respirant paisiblement, ne se doutant de rien. Et j'ai décidé que je n'allais pas crier. Je n'allais pas pleurer. Je n'allais pas exiger des explications, qu'elle aurait de toute façon déjà préparées. J'allais tout découvrir en silence, jusqu'au moindre détail. Parce qu'un peignoir brodé ne s'achète pas en une semaine. Une histoire de veuve couverte de dettes ne s'invente pas en un mois. Et un homme ne demande pas en mariage une femme qu'il vient de rencontrer. Ce que j'avais vu ce lundi n'était pas le début de quoi que ce soit. C'était la fin d'une chose qui se passait depuis des années, sous mes propres yeux. Et le pire, c'est que ce que j'allais découvrir, à peine 3 jours plus tard, n'avait rien à voir avec Hernan. Le vendredi, Sandra est partie à 10 heures du matin, avec une petite valise et un baiser sur la joue. Par la fenêtre de la cuisine, je l'ai vue charger les bagages dans la voiture. Elle a fait une pause un instant avant de monter, a vérifié son téléphone, a souri à l'écran, et a tapé quelque chose rapidement. Puis, elle est partie. J'ai attendu 20 minutes. Ensuite, je suis entré dans son bureau. Sandra avait une petite pièce à l'arrière de la maison, avec un bureau, un ordinateur, et 3 classeurs en métal, où elle gardait tout ce qui concernait l'atelier. Cette pièce était son territoire depuis 11 ans. J'y entrais pour déposer des factures et poser des questions, mais jamais pour y chercher quoi que ce soit. Ce vendredi-là, j'ai cherché. J'ai commencé par le plus simple, les relevés bancaires de l'entreprise. Sandra les imprimait chaque mois, et les classait par année, organisés avec une minutie que j'avais toujours trouvée admirable. J'ai sorti le dossier de l'année en cours, et je me suis assis par terre, avec les papiers sur les genoux. Au début, je n'y comprenais rien. Je m'y connais en compresseur, pas en comptabilité. Mais après 22 ans de facturation, il y a une chose que je sais, combien rapporte un travail. Et c'est là que les problèmes ont commencé. En mars, j'ai fait une installation complète dans une chaîne de pharmacie. 6 unités, 4 jours de travail, 2 employés avec moi. J'avais facturé 14 000 €. Je m'en souviens, car c'était le plus gros chantier du semestre, et parce que, ce soir-là, j'avais emmené Sandra dîner pour fêter ça. Sur le relevé bancaire de mars, ce dépôt apparaissait à hauteur de 9 000 €. Il manquait 5 000 €. J'ai cru que je me trompais, que le client avait peut-être payé en 2 fois, ou que le reste était arrivé le mois suivant. J'ai vérifié avril. J'ai vérifié mai. Rien. J'ai continué à chercher. Un entretien annuel dans un supermarché, 8 000 € convenus, 5 500 € enregistrés. Une installation dans un cabinet médical, 3 000 €, 1 800 € apparaissaient. Un contrat avec un distributeur de viande, 10 000 €, 7 000 € s'affichaient. Chaque gros chantier présentait un écart. Jamais le même montant. Jamais un pourcentage fixe. Toujours juste assez pour ne pas attirer l'attention, si on regardait vite. Je suis resté assis par terre pendant près de 2 heures, à faire des additions avec la calculatrice de mon téléphone, en écrivant au dos d'une vieille facture. Rien que pour cette année-là, la différence dépassait les 40 000 €. Et l'année n'était pas encore terminée. J'ai descendu le dossier de l'année précédente, puis celui d'avant. Chacun présentait le même schéma, des chiffres arrondis à la baisse, des dépôts partiels, des travaux qui, dans ma mémoire, valaient le double de ce que disait le papier. Je me suis arrêté de compter quand j'ai atteint 120 000 €. Pas parce que c'était la fin, mais parce que mes mains tremblaient tellement que je n'arrivais plus à taper sur les touches. 120 000 €. Moi, grimpant sur des toits à 40 degrés. Moi, portant des compresseurs dans les escaliers. Moi, disant à Sandra que nous ne pouvions pas encore changer de camionnette, qu'il fallait attendre une année de plus.
Et elle, organisant soigneusement ses dossiers, année après année, sachant exactement ce qu'elle faisait. J'ai tout remis exactement comme c'était. J'ai organisé les papiers, j'ai fermé le dossier, et je l'ai replacé au même endroit, avec le même angle. Ensuite, je suis sorti de ce bureau, et je me suis lavé le visage dans la salle de bain pendant 10 minutes. Dans le miroir, j'ai vu un homme de 45 ans, qui avait travaillé toute sa vie pour financer la double vie de sa femme. Je n'ai pas dormi de la nuit. Le samedi, à 11 heures du matin, mon téléphone a sonné. C'était un numéro que je n'avais pas enregistré. Oscar, c'est Hernan. Vous étiez chez moi, dans la résidence, lundi dernier. Je me suis assis sur le bord du lit. Oui, docteur. Dites-moi. Désolé de vous déranger un samedi. L'unité de la suite fait de nouveau un bruit étrange. Ce n'est pas urgent, mais si vous aviez l'occasion de passer la semaine prochaine, je vous en serais reconnaissant. J'ai regardé le mur. Sandra était dans cette maison à ce moment précis, à 15 km de l'endroit où j'étais assis. Je peux passer mardi, lui ai-je dit, en milieu de matinée. Parfait. Je suis en chirurgie mardi, mais je préviendrai Bernice pour qu'elle vous fasse entrer. C'est elle qui s'occupe de la maison en semaine. J'ai raccroché, et je suis resté avec le téléphone à la main. Le mardi, il ne serait pas là. Sandra ne serait pas là non plus. Il n'y aurait que Bernice, la femme qui s'occupait de cette maison. Et une femme qui travaille en semaine, dans une maison où quelqu'un n'arrive que le week-end, voit absolument tout. Le dimanche soir, Sandra est rentrée à 20h30. Elle avait sa valise, un air fatigué sur le visage, et une odeur de parfum qui n'était pas son parfum habituel. Je suis morte, a-t-elle dit en se laissant tomber sur le canapé. Ce fut 2 jours de formation non-stop. Toujours avec le même cabinet. Oui, toujours les mêmes. Je lui ai demandé combien il l'avait payé. Elle a à peine levé les yeux pendant une seconde. Et cette seconde m'en a dit plus que tous les dossiers de son bureau. 2500, a-t-elle répondu. Je les déposerai sur le compte lundi. C'est super, ai-je dit. On en a besoin. Et là, pour la première fois en 14 ans, je lui ai menti en face, sans qu'aucun muscle ne bouge chez aucun de nous deux. Cette nuit-là, pendant qu'elle prenait sa douche, j'ai pris une décision. Je n'allais pas encore parler à un avocat. Je n'allais pas retirer l'argent des comptes. Je n'allais pas la confronter. J'allais me rendre dans ce manoir le mardi, avec ma boîte à outils, comme n'importe quel technicien allant vérifier un bruit dans une machine, et j'allais poser des questions à Bernice. Le lundi, j'ai travaillé normalement, 2 dépannages, un devis, un déjeuner dans la camionnette. Mais avant de rentrer chez moi, j'ai fait une chose que je n'avais jamais faite en 22 ans de métier. Je suis allé dans un magasin d'électronique, et j'ai acheté un petit dictaphone, de la taille d'un briquet, avec 20 heures de batterie. Il m'a coûté 80 €. J'ai payé en espèces. Je l'ai glissé dans la poche intérieure de ma salopette, à côté de mon manomètre. Et ce soir-là, j'ai dîné avec ma femme, en parlant de la pluie et du beau temps. Le mardi, à 10 heures du matin, je me suis garé devant le portail du manoir. Bernice m'a ouvert. Une femme d'une 60aine d'années, mince, les cheveux attachés, avec une expression qui ne laissait rien transparaître gratuitement. Elle m'a conduit à la suite, sans dire plus que nécessaire. Je suis monté, j'ai ouvert l'unité, et j'ai commencé à travailler. Le peignoir blanc était toujours accroché derrière la porte de la salle de bain. Mais cette fois, à côté, il y avait autre chose. Un cadre photo sur la commode. Hernan et Sandra, enlacés sur ce qui ressemblait à la terrasse d'un hôtel face à la mer. Elle portait une bague. Et dans le coin inférieur du cadre, écrit à la main avec un marqueur argenté, il y avait une date. Une date d'il y a 3 ans. 3 ans. Pendant que j'additionnais mes factures, et que je grimpais sur des toits. Cette photo était sur cette commode depuis 3 ans. J'ai posé le tournevis très lentement, j'ai pris une profonde inspiration, et j'ai appelé Bernice depuis les escaliers, avec la voix la plus calme que j'ai pu simuler. Madame, puis-je vous poser une question sur la maison? Bernice a monté 3 marches, et s'est arrêtée, les mains croisées sur son tablier. J'ai appris il y a longtemps qu'on ne pose pas de questions directes aux personnes qui travaillent chez les autres. On leur parle du travail, de la chaleur, des équipements défectueux, et s'ils se sentent respectés, ils parlent d'eux-mêmes. J'ai donc commencé par la climatisation.
Je lui ai expliqué que le bruit venait du ventilateur intérieur, que c'était normal pour des appareils utilisés de manière irrégulière, allumés puis éteints avec plusieurs jours d'intervalle. Je lui ai demandé si la suite était utilisée tous les jours. Elle a secoué la tête. Elle m'a dit que le docteur dormait dans la chambre du fond pendant la semaine, une chambre plus petite, parce qu'il trouvait que la suite était trop grande quand il était seul, et que la suite était ouverte le vendredi. Je lui ai demandé si cela durait depuis longtemps. Bernice m'a observé un instant, un peu plus longtemps que nécessaire, me jaugeant. Puis, elle m'a répondu qu'elle travaillait dans cette maison depuis 11 ans, qu'elle avait connu la première femme du docteur, celle qui était décédée, et que depuis 3 ans, la suite appartenait à l'autre dame. 3 ans. J'ai demandé, le tournevis à la main et les yeux fixés sur la machine, si la dame venait toujours. Elle a dit oui. Qu'elle arrivait le vendredi après-midi, et repartait le dimanche, et qu'elle ne se montrait jamais en semaine, pas une seule fois, pas même pour le déjeuner. Que c'était une femme polie et ordonnée, qui ne dérangeait personne. Et puis, elle a ajouté une phrase qui m'a glacé le sang. Elle m'a dit que la dame avait l'habitude de fouiller dans les tiroirs du bureau du docteur. J'ai posé le tournevis. Je lui ai demandé ce qu'elle voulait dire par là. Bernice a ajusté son tablier, et a parlé en regardant la fenêtre, comme si c'était difficile pour elle. Elle m'a raconté que le dimanche matin, quand le docteur sortait se promener, la dame descendait dans le bureau et y restait un long moment. Qu'elle l'avait vu à 2 reprises avec des papiers à la main. Que la première fois, elle avait pensé qu'elle l'aidait pour quelque chose, car le docteur avait dit que sa fiancée s'y connaissait en comptabilité. Mais que la deuxième fois, Bernice avait vu la dame prendre des photos des documents avec son téléphone. Je suis resté immobile, les mains à l'intérieur de l'unité, faisant semblant d'ajuster quelque chose qu'il était déjà. Je lui ai demandé si elle l'avait dit au docteur. Elle a ri sans enthousiasme. Elle m'a dit qu'en 11 ans, elle avait appris qu'une employée qui parle trop perd son travail, et qu'elle avait une fille atteinte d'une maladie chronique, qui dépendait de ce salaire. Qu'elle avait donc décidé de se taire, et d'observer. Puis, elle m'a regardé directement, pour la première fois, et m'a posé la question à laquelle je ne m'attendais pas. Elle m'a demandé pourquoi j'étais si intéressé. Et là, j'ai dû décider en 2 secondes quel genre d'homme j'allais être dans cette histoire. Je lui ai dit la vérité. Je lui ai dit que le peignoir blanc accroché derrière cette porte portait le prénom brodé de ma femme. Je lui ai dit que j'étais marié à cette femme depuis 14 ans, que nous vivions à 15 kilomètres d'ici, et que jusqu'à lundi dernier, je croyais avoir une vie normale. Bernice s'est assise sur la marche. Elle n'a rien dit pendant presque 1 minute entière. Puis, elle m'a demandé de la suivre. Nous sommes descendus dans la cuisine. Elle a ouvert un placard, a sorti une boîte à biscuits, et de l'intérieur de cette boîte, elle a sorti un vieux téléphone, du genre que presque plus personne n'utilise, avec un écran rayé. Elle m'a expliqué que c'était son ancien téléphone, et qu'elle y avait sauvegardé les photos qu'elle prenait depuis 3 ans. Pas par méchanceté, a-t-elle précisé, mais par peur. Parce qu'elle voyait des choses qui ne tournaient pas rond, et qu'elle voulait avoir une preuve au cas où on l'accuserait de vol un jour. Elle m'a montré la première. C'était la dame, assise au bureau, de dos, son téléphone pointé vers des papiers étalés. Elle m'a montré la deuxième, un tiroir ouvert, rempli de dossiers. Et la troisième m'a anéanti. C'était une photo d'un document sur le bureau, prise de loin, un peu floue mais lisible. Un formulaire de la compagnie d'assurance du docteur. Et dans la case du bénéficiaire, tapé à la machine, figurait le prénom de ma femme, avec mon nom de famille. J'ai demandé à Bernice de quand datait cette photo. Elle m'a répondu qu'elle datait de l'année dernière. J'ai senti la cuisine tourner autour de moi. Je me suis appuyé sur le comptoir. Je lui ai demandé la permission de prendre en photo ces images avec mon propre téléphone. Elle a accepté. J'ai tout copié, chaque image, chaque document, chaque date qui apparaissait sur l'écran. Ensuite, je lui ai demandé autre chose. Je lui ai demandé si elle avait déjà vu quelqu'un d'autre dans cette maison. Quelqu'un qui accompagnait la dame, ou qui la cherchait. Bernice a réfléchi un instant. Elle a dit oui. Qu'une fois, il y a environ 1 an, un homme dans une voiture grise était arrivé un lundi matin, alors que le docteur était déjà parti pour l'hôpital. Que cet homme avait sonné à la porte pour demander la dame, et qu'elle lui avait répondu que la dame n'était pas là, qu'elle ne venait que le week-end. Je lui ai demandé à quoi ressemblait cet homme. Elle l'a décrit, la quarantaine, grand, barbe courte,
avec une grosse bague à la main droite, et un détail l'avait marqué. Quand elle lui avait dit que la dame n'était pas là, l'homme ne s'était pas étonné. Il avait souri, avait dit que c'était très bien, et était parti. Je lui ai demandé s'il avait donné un nom. Bernice a hoché la tête. Elle a dit qu'il s'appelait Damian. Ce nom ne signifiait rien pour moi à ce moment-là. Absolument rien. Je l'ai noté dans mon téléphone, et je suis passé à autre chose, sans imaginer que, 2 semaines plus tard, ce nom serait au centre de tout. J'ai fini de réparer la machine, j'ai encaissé les 80 € pour le dépannage, et j'ai laissé le reçu sur le comptoir, comme n'importe quel technicien, dans n'importe quelle maison. Avant de partir, Bernice m'a arrêté à la porte. Elle m'a dit que le docteur était un homme bon, qu'il avait beaucoup souffert à la mort de sa femme, qu'il avait passé 2 ans sans sortir de la maison, sauf pour opérer, et qu'elle ne voulait pas le voir humilié. Je lui ai répondu que moi non plus. Et je lui ai fait une promesse, quand tout cela éclaterait, il ne la prendrait pas par des ragots ou par un scandale. Il la prendrait de ma bouche, preuve à l'appui, avec le respect que mérite un homme à qui l'on vole aussi sa vie. Bernice m'a donné son numéro de téléphone avant mon départ. Elle a dit qu'elle me préviendrait si elle voyait autre chose. J'ai repris l'avenue, les vitres baissées, l'air chaud frappant mon visage. J'avais la photo d'une police d'assurance vie, avec le nom de ma femme comme bénéficiaire d'un autre homme. Il me manquait 120 000 € sur mes propres comptes. J'avais 3 ans de mensonges, documentés par la femme de ménage d'une maison, et j'avais un nouveau nom, noté dans mon téléphone, qui ne signifiait toujours rien. Damian. Ce soir-là, je suis rentré à la maison, et Sandra avait préparé le dîner. Elle m'a demandé comment s'était passée ma journée. Je lui ai dit qu'elle avait été calme, un travail d'entretien dans une grande maison, près du club de golf. Elle a hoché la tête, a servi mon assiette, et m'a annoncé qu'elle devrait voyager le week-end suivant aussi. Je lui ai dit d'y aller. Et cette même nuit, quand elle s'est endormie, j'ai allumé l'ordinateur, et j'ai tapé ce nom dans le moteur de recherche, accompagné du nom de jeune fille de ma femme. Ce qui est apparu à l'écran m'a tenu éveillé jusqu'à 4 heures du matin. J'ai tapé les 2 noms ensemble dans la barre de recherche, et j'ai appuyé sur la touche Entrée, sans m'attendre à quoi que ce soit. L'écran s'est rempli de résultats. Le premier était un article d'un journal régional, datant d'il y a 11 ans. Un petit article, le genre qui prend une demi-colonne, et dont personne ne se souvient le lendemain. Il parlait d'un chef d'entreprise dans le secteur du transport de marchandises, décédé dans un accident de voiture sur une route secondaire, à 3 heures du matin, sans témoin. L'homme avait 48 ans. Il s'appelait Damian. Et dans le dernier paragraphe, celui qu'on ne lit presque jamais, il était écrit qu'il laissait dans le deuil son épouse, avec le prénom de ma femme, et son nom de jeune fille. Je me suis levé de ma chaise, et j'ai marché jusqu'à la fenêtre. Sandra dormait à 10 mètres de moi. 14 ans de mariage, 14 ans de dîner, de vacances, de conversations sur l'avenir. Et en 14 ans, elle ne m'avait jamais dit qu'elle avait été mariée auparavant. Jamais. Je suis retourné à l'ordinateur, et j'ai cherché tout ce que je pouvais sur cet homme. J'ai trouvé un deuxième article, publié 3 mois plus tard. Celui-ci était plus long, et parlait de la fermeture de l'entreprise de transport. Il expliquait que la société avait fait faillite après la mort du propriétaire, avec des dettes de près de 300 000 €, et que les employés s'étaient retrouvés sans indemnité de licenciement. J'ai trouvé un 3e article, datant d'1 an plus tard, une plainte des créanciers. La veuve avait déclaré n'avoir aucun bien. L'entreprise avait été vidée de sa substance avant la faillite. Elle avait été vidée avant. J'ai lu cette ligne 10 fois. 1 an avant l'accident. Cette entreprise avait commencé à transférer des actifs à des tiers. Des camions vendus en dessous de leur valeur, des contrats cédés, des comptes siphonnés petit à petit, mois après mois, sans attirer l'attention. Exactement ce qui se passait dans mon atelier. Je suis resté éveillé toute la nuit, devant l'écran. À 6h30, j'ai entendu Sandra se lever, et j'ai éteint l'ordinateur avant qu'elle n'atteigne la cuisine. Je l'ai saluée comme tous les matins. Elle m'a préparé du café. Nous avons parlé du temps qu'il ferait, et je l'ai regardé se servir du sucre, en pensant à cet homme de 48 ans, mort seul sur une route à 3 heures du matin. Je ne suis pas allé travailler ce jour-là. J'ai appelé mon employé le plus ancien, et je lui ai dit de s'occuper des dépannages. Je suis allé à l'état civil, et j'ai demandé une copie certifiée de l'acte de mariage de ma femme avec cet homme. Ils me l'ont donné en 40 minutes,
et m'ont facturé 25 €. C'était là, sur un papier officiel, avec un sceau et une signature. Sandra s'était mariée à 24 ans, était devenue veuve à 30 ans, et à 31 ans, elle travaillait dans l'administration d'une clinique privée, où elle a rencontré un technicien en réfrigération, aux mains tachées de graisse, et qui ne posait pas de questions. J'ai mis le certificat dans une enveloppe, et j'ai conduit jusqu'au parking d'un supermarché. J'y suis resté pendant 1 heure, sans sortir de la camionnette. Car si Sandra m'avait caché tout un mariage, la question n'était plus de savoir ce qu'elle me cachait d'autre. La question était de savoir quelle part de ma vie avait été réelle. Cet après-midi-là, j'ai appelé un numéro que j'avais gardé pendant des années, sans jamais l'utiliser. Paloma, une avocate, sœur d'un client pour qui j'avais fait l'installation complète d'un restaurant, 6 ans auparavant. Il me l'avait présenté lors de l'inauguration, et elle m'avait donné sa carte, en me disant qu'on ne sait jamais quand on aura besoin de quelqu'un qui s'y connaît en paperasse. Je n'avais jamais su à quel point c'était vrai, jusqu'à ce jour. Nous nous sommes rencontrés le lendemain, dans son bureau. Un petit local, au 3e étage d'un vieil immeuble, avec des classeurs jusqu'au plafond. Je lui ai tout raconté. Le peignoir, Hernan, les dossiers de l'atelier, Bernice, l'assurance vie, le premier mari. Paloma a écouté sans m'interrompre pendant 40 minutes, en prenant des notes. Quand j'ai eu fini, elle a posé son stylo sur la table, et m'a posé 3 questions. La première, est-ce que les comptes de l'atelier étaient à nos 2 noms? Je lui ai dit que oui, que Sandra figurait comme copropriétaire depuis 11 ans. La deuxième, si j'avais des biens uniquement à mon nom. Je lui ai dit que nous avions acheté la maison ensemble, que les camionnettes étaient au nom de l'atelier, mais que le terrain que mon père m'avait laissé en banlieue, c'était à moi seul. Un héritage, évalué à environ 90 000 €. Paloma a noté cela, et l'a souligné 2 fois. La troisième question fut celle qui m'a glacé le sang. Elle m'a demandé si j'avais une assurance vie. Je lui ai dit que oui. Que Sandra l'avait souscrite 4 ans plus tôt, en disant qu'il était irresponsable de ne pas en avoir une à notre âge. Qu'elle s'était occupée de toute la paperasse, et que je m'étais contenté de signer là où elle m'avait dit de le faire. Paloma a fermé son carnet. Elle m'a dit qu'elle avait besoin de voir cette police complète, avec toutes ses annexes. Je lui ai demandé pourquoi, et elle m'a répondu une chose dont je me souviendrai toute ma vie. Elle m'a dit que, d'après son expérience, quand une personne draine systématiquement les ressources d'une autre, elle ne le fait pas par avidité. Elle le fait parce qu'elle se construit une porte de sortie, et qu'une porte de sortie a besoin d'une date. Elle m'a dit que je devais découvrir quelle était ma date. J'ai quitté ce bureau, les jambes tremblantes. Ce soir-là, Sandra regardait la télévision sur le canapé quand je suis arrivé. Je me suis assis à côté d'elle. Elle a posé ses pieds sur mes jambes, comme elle le faisait toujours, et a continué à regarder l'écran. Et moi, en regardant ce visage que je connaissais par cœur, j'ai compris pour la première fois que je ne le connaissais pas du tout. Je lui ai demandé, l'air de rien, sans en faire tout un plat, si elle avait déjà pensé à ce qu'elle ferait s'il m'arrivait quelque chose. Elle n'a pas quitté la télévision des yeux. Elle m'a répondu qu'elle n'aimait pas parler de ces choses-là. J'ai insisté un peu. J'ai dit qu'on travaillait sur des toits, et sur des échelles, et que les accidents arrivent. Et là, Sandra a fait une chose qui m'a tout confirmé. Elle s'est redressée, a pris ma main, et m'a dit avec une douceur parfaite que, s'il m'arrivait quelque chose, elle ne saurait pas comment continuer. Que j'étais toute sa vie. Que, s'il te plaît, ne dis pas des choses pareilles. Et puis, sans faire de pause, elle a ajouté que c'était précisément pour cette raison qu'elle avait souscrit l'assurance, pour que je sois serein. Pour que je sois serein. Je lui ai dit qu'elle avait raison, que c'était idiot de ma part, et je me suis excusé d'avoir abordé le sujet. Elle m'a embrassé sur le front. Le lendemain, pendant qu'elle faisait les courses, je suis retourné dans son bureau. J'ai cherché la police d'assurance dans le classeur, dans le dossier des documents personnels, là où elle aurait dû se trouver. Elle n'y était pas. J'ai vérifié tous les tiroirs, tous les dossiers, tout le classeur. Ma police d'assurance vie n'était pas dans cette maison. Je me suis tenu au milieu de ce bureau, les tiroirs ouverts, et j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti de tous ces jours. Ce n'était ni de la tristesse, ni de la colère. C'était de la peur. J'ai tout rangé, j'ai fermé les tiroirs, et je suis sorti de là. L'après-midi même, j'ai appelé directement la compagnie d'assurance. J'ai donné mon numéro de pièce d'identité, et j'ai demandé une copie de ma police.
L'opératrice m'a demandé de patienter. Quand elle a repris la ligne, elle m'a expliqué que, pour envoyer des copies du contrat, elle avait besoin de l'autorisation du titulaire du compte. Je lui ai dit que c'était moi l'assuré. Et elle m'a répondu, très poliment, que oui, j'étais l'assuré, mais que la souscriptrice, et la personne responsable des paiements, était ma femme, et qu'elle seule pouvait demander des documents, ou effectuer des modifications. Je lui ai demandé quel était le capital assuré. Elle m'a dit qu'elle ne pouvait pas non plus me donner cette information. J'ai raccroché, et je me suis assis dans ma camionnette, en plein soleil, sans allumer la climatisation. Ce soir-là, j'ai écrit un message à Bernice. Je lui ai demandé si le docteur Hernan avait des opérations prévues pour le week-end. Elle m'a répondu en 10 minutes. Elle a dit que non, que le docteur serait à la maison le samedi, et que la dame arrivait le vendredi, comme toujours. Et puis, elle a écrit une deuxième phrase qui a fait s'arrêter mon cœur. Elle m'a dit que ce week-end, ils allaient avoir un invité à dîner. Un associé du docteur, un homme qui était déjà venu, et qu'elle n'avait jamais apprécié. Le vendredi après-midi, j'ai répondu à Bernice par une seule question. Je lui ai demandé si le climatiseur de la salle à manger fonctionnait bien. Elle a mis 20 minutes à me répondre. Quand elle l'a fait, elle a écrit que l'appareil de la salle à manger refroidissait mal depuis 2 semaines, et que le docteur lui avait demandé d'appeler le technicien. Je lui ai dit d'appeler le technicien. Le samedi, à 11h du matin, je me suis garé devant ce portail pour la 3e fois en 10 jours. Sandra était à l'intérieur. J'avais conduit jusqu'au portail en sachant que ma femme était dans cette maison, et je n'avais rien ressenti. Pas de peur, pas de colère. Juste un calme étrange, comme celui qu'on a quand on a déjà pris sa décision, et qu'il ne reste plus qu'à l'exécuter. Bernice m'a ouvert, et m'a dit à voix basse que la dame était sortie tôt avec le docteur pour acheter des choses pour le dîner, et qu'il serait de retour vers midi. J'avais 1 heure. Je lui ai demandé de m'emmener à la salle à manger. J'ai ouvert l'unité, j'ai vérifié la pression, et j'ai effectivement trouvé une petite fuite au niveau du raccord. Un vrai travail de 40 minutes. Pendant que je travaillais, j'ai sorti de la poche de ma salopette le dictaphone que j'avais acheté. Je l'ai placé au-dessus du coffre du climatiseur, dans l'angle mort où personne ne regarde jamais, collé avec du ruban adhésif noir contre le boîtier en métal. De là, n'importe quelle conversation dans cette salle à manger serait enregistrée. Bernice m'a vu faire. Elle s'est tenue dans l'embrasure de la porte, les mains sur son tablier, à me regarder sans dire un mot. Je lui ai dit que si elle me demandait de l'enlever, je l'enlèverais sur le champ, et que je ne remettrais plus jamais les pieds dans cette maison. Bernice est restée silencieuse pendant quelques longues secondes. Puis, elle m'a dit que le ventilateur de la salle à manger faisait aussi du bruit, et que si je voulais y jeter un œil, elle serait dans la cuisine, et elle est partie. J'ai terminé le travail à 12h15. J'ai laissé le reçu de 90 € pour l'intervention sur la table à manger, et j'ai quitté cette maison avant qu'il n'arrive. J'ai roulé sur 4 pâtés de maison, et je me suis garé sous un arbre. À 12h10, une voiture est entrée par le portail du manoir. D'où j'étais, je pouvais la voir parfaitement. Hernan est descendu le premier, avec des sacs à la main. Puis, elle est descendue. Ma femme. Dans une robe que je ne connaissais pas riant de quelque chose, les dents avec les sacs, marchant vers cette porte avec le naturel de quelqu'un qui rentre chez soi. Car pour elle, c'était chez elle. J'ai continué à regarder jusqu'à ce que la porte se ferme. Puis, j'ai démarré la voiture, et je suis rentré dans ma maison vide, où personne ne m'attendait, parce que ma femme travaillait à une session de formation dans la capitale. Le dimanche soir, Sandra est rentrée à 20h30, avec sa valise et sa fatigue habituelle. Elle m'a dit que ça avait été un week-end difficile, que le cabinet l'avait fait travailler tard le samedi, et qu'elle avait à peine dormi. Je lui ai dit d'aller s'allonger, et que j'allais réchauffer le dîner. Et pendant que l'assiette tournait dans le micro-ondes, j'ai pensé qu'à 15 km de là, dans cette salle à manger, un dictaphone de la taille d'un briquet contenait tout ce qui s'était passé. Le mardi, je suis retourné au manoir, avec l'excuse de vérifier le travail du samedi. Bernice a ouvert la porte. Le docteur opérait. La maison était vide. Je suis monté à la salle à manger, j'ai récupéré le dictaphone, et je suis parti. J'ai écouté l'enregistrement le soir même, dans ma camionnette, garée sur un terrain vague, avec des écouteurs, et le moteur éteint. Les 4 premières heures n'étaient que des bruits de cuisine, Bernice déplaçant des casseroles, et la télévision en fond sonore.
À 20h15, j'ai entendu 3 voix, Hernan, Sandra, et un homme. J'ai entendu les salutations, le bruit des chaises, des verres. J'ai entendu Hernan présenter l'invité comme son associé dans un projet de clinique privée. Et j'ai entendu ma femme saluer cet homme avec une phrase qui m'a brisé. Elle lui a dit que ça faisait longtemps qu'elle ne l'avait pas vu. Hernan a ri, et a dit quelque chose à propos des coïncidences. Et puis, bien plus tard, presque à la fin du dîner, quand Hernan a quitté la pièce pour prendre un appel de l'hôpital, j'ai entendu ce que je cherchais. J'ai entendu Sandra baisser la voix. Et j'ai entendu l'homme lui dire qu'elle prenait trop de temps. Elle a répondu qu'elle ne pouvait pas précipiter les choses, qu'il y avait des délais à respecter. Il lui a dit que 3 ans, c'était long. Et elle a répondu avec une froideur que je n'avais jamais entendue chez elle en 14 ans de mariage. Elle lui a dit que, la dernière fois, il s'était précipité, et avait failli se faire prendre, mais que cette fois, ils allaient faire les choses correctement. La dernière fois. J'ai retiré mes écouteurs, et j'ai fixé le pare-brise. Je les ai remis, et j'ai continué à écouter. L'homme l'a interrogé sur « l'autre ». Elle a dit que l'autre n'était pas un problème. Que l'autre signait tout ce qu'elle lui mettait sous le nez, sans lire une seule ligne. L'autre, c'était moi. Ensuite, il lui a posé des questions sur la police d'assurance. Elle lui a dit que tout était en ordre, qu'il devait juste attendre que le délai de carence soit passé, et que ce délai se terminait en novembre. Novembre. Dans 4 mois. J'ai entendu le bruit d'une porte qui s'ouvrait. Les voix ont changé de ton en une demi-seconde, passant de cette froideur calculée à une conversation amicale sur le projet de la clinique. Et j'ai entendu le nom de l'homme, lorsqu'Hernan lui a resservi du vin. Damian. Le même nom que Bernice m'avait donné. Le même nom que le premier mari, mort sur une route à 3 heures du matin. Ce n'était pas le même homme. Évidemment, celui-là était enterré depuis 11 ans. Mais ce nom, apparaissant 2 fois dans la même histoire, n'était pas une coïncidence. Le lendemain, j'ai apporté l'enregistrement à Paloma. Elle a tout écouté, avec un casque, en prenant des notes. Quand elle a fini, elle a retiré le casque très lentement. Elle m'a dit qu'elle avait besoin que je comprenne exactement ce que je venais d'entendre. Elle m'a expliqué qu'une police d'assurance vie comporte un délai de carence, une période initiale pendant laquelle l'assureur ne paie pas dans certains cas. Une fois cette période écoulée, la police paie sans poser de questions. Elle m'a rappelé que ma police avait été souscrite il y a 4 ans, et que les longs délais de carence sont généralement de 5 ans. Novembre. Je suis resté assis sur cette chaise, incapable de parler. Paloma m'a versé un verre d'eau, et a attendu que je me calme. Puis, elle m'a dit qu'à partir de ce moment, nous devions travailler différemment. Qu'il n'était plus question d'un divorce, ou de récupérer des biens. Elle m'a dit que nous devions trouver cet homme, découvrir qui il était, d'où il venait, et quelle relation il avait avec Sandra avant moi. Elle m'a dit que nous devions mettre la main sur cette police d'assurance. Et elle m'a dit une troisième chose, la plus difficile de toutes. Elle m'a dit que le moment était venu de parler à Hernan. Je lui ai répondu qu'Hernan était amoureux d'elle, qu'il la défendrait, qu'il la préviendrait. Paloma a secoué la tête. Elle m'a dit qu'Hernan était chirurgien. Un homme habitué à regarder des choses horribles sans détourner le regard. Et de plus, si Sandra photographiait des documents dans son bureau, et figurait comme bénéficiaire de son assurance, alors Hernan n'était pas le rival. Il était le suivant. J'ai attendu 3 jours avant de l'appeler. Pas parce que j'avais des doutes, mais parce que j'avais besoin que tout soit en ordre avant de m'asseoir devant cet homme, et de détruire sa vie. Paloma m'a aidé à monter le dossier, des copies de notre acte de mariage, les photos du téléphone de Bernice, le premier acte de mariage de Sandra, les coupures de presse sur la mort de cet entrepreneur et la faillite de son entreprise. Les relevés bancaires de mon atelier avec les différences surlignées en jaune, et l'enregistrement. Je l'ai appelé un jeudi matin, depuis ma camionnette. Je lui ai dit que j'étais Oscar, le technicien en réfrigération, et que j'avais besoin de lui parler de quelque chose qui n'avait rien à voir avec la climatisation. Il y a eu un silence à l'autre bout. Puis, il m'a demandé si c'était grave. Je lui ai dit que oui. Nous nous sommes retrouvés le jour même, à 15 heures, dans un café du centre-ville, qu'il avait choisi. Un endroit calme, avec des tables séparées. Le genre d'endroit où l'on va pour parler de choses sérieuses. Il est arrivé à l'heure, avec sa tenue d'hôpital sous son manteau. Il s'est assis, a commandé un café, et m'a regardé,
dans l'attente. Je lui ai demandé quel était le prénom de sa fiancée. Hernan a froncé les sourcils, et m'a donné le prénom de ma femme. Je lui ai demandé quel était son nom de famille. Il m'a donné mon nom de famille. J'ai posé la copie certifiée de notre acte de mariage sur la table, et je l'ai tournée vers lui. Hernan l'a regardé, d'abord sans comprendre. Puis, il a lu les noms. Puis, il a lu la date. Ensuite, il a levé les yeux, et m'a regardé en face. Et dans ce regard, j'ai vu le moment exact que j'avais vécu 10 jours plus tôt, devant un peignoir blanc. Il m'a dit que ça devait être une erreur. Je lui ai répondu que j'aurais aimé que ce soit le cas. Je lui ai expliqué qui j'étais. Je lui ai expliqué que j'étais marié à cette femme depuis 14 ans, que nous vivions à 15 kilomètres de chez lui, qu'elle partait le vendredi en disant qu'elle allait en formation dans la capitale, et qu'elle rentrait le dimanche soir. Je lui ai dit que, depuis 3 ans, il croyait être avec une veuve, et que le veuf était assis en face de lui. Hernan n'a pas crié. Il n'a pas frappé sur la table. Il ne s'est pas levé. Il est resté immobile, les 2 mains autour de sa tasse, à regarder le certificat. Et puis, il m'a demandé, d'une voix totalement contrôlée, si j'avais d'autres preuves. Je lui ai dit que j'en avais beaucoup d'autres, et qu'aucune n'allait lui plaire. J'ai sorti le dossier. J'ai commencé par les éléments les plus légers, les photos de Bernice. Sandra, assise dans son bureau, de dos, photographiant des documents avec son téléphone. Hernan a regardé ces images pendant un long moment. Ensuite, je lui ai montré la photo du formulaire de sa compagnie d'assurance, avec le nom de ma femme dans la case du bénéficiaire. Là, pour la première fois, quelque chose a bougé sur son visage. Il m'a dit qu'il avait signé ce changement de bénéficiaire il y a 1 an. Qu'elle le lui avait suggéré très naturellement, en disant qu'il était ridicule que son assurance soit toujours au nom de sa défunte épouse, et que puisqu'il se mariait en décembre, il était logique de la mettre à jour. Il m'a demandé combien valait cette police. Je lui ai répondu que je n'en savais rien. Il m'a donné le chiffre, 400 000 €. Nous sommes tous deux restés silencieux. Ensuite, je lui ai montré le premier acte de mariage. J'ai expliqué qui avait été cet homme. Je lui ai passé les coupures de presse, l'accident sur la route à 3 heures du matin, l'entreprise siphonnée l'année précédente, la faillite avec 300 000 € de dette, les employés sans indemnité, la veuve déclarant n'avoir aucun bien. Hernan a tout lu, 2 fois. Quand il a terminé, il a laissé les papiers sur la table, et m'a posé la question que j'attendais. Il m'a demandé si j'avais une assurance vie. Je lui ai dit que oui. Souscrite par elle, il y a 4 ans. Que j'avais signé sans lire. Que la police n'était pas chez moi, et que la compagnie d'assurance refusait de me donner des informations parce qu'elle était la souscriptrice. Et puis, pour finir, j'ai sorti le dictaphone de ma poche. Je lui ai dit que ce qu'il allait entendre avait été enregistré dans sa propre salle à manger, le samedi soir, et que s'il considérait cela comme une violation de sa vie privée, je le comprendrais parfaitement, et j'en assumerais les conséquences. Hernan m'a dit de lui faire écouter. Je lui ai tendu les écouteurs. Je l'ai regardé écouter. J'ai vu le moment où il a reconnu sa propre voix. J'ai vu le moment où il a quitté la salle à manger pour prendre l'appel de l'hôpital. Et j'ai vu le moment exact où il a entendu sa fiancée baisser la voix, et parler à son associé. Le visage d'Hernan n'a pas changé pendant tout l'enregistrement. Sauf à la fin. Quand il a entendu le passage sur la police d'assurance et l'échéance de novembre, il a fermé les yeux. Il a enlevé les écouteurs, les a posés sur la table, et m'a dit que cet homme n'était pas son associé. Je lui ai demandé ce qu'il voulait dire. Il m'a expliqué que Damien l'avait approché il y a 2 ans, lors d'un événement de l'association médicale. Il s'était présenté comme un investisseur dans des projets de santé, et lui avait proposé de s'associer pour créer une clinique privée. Il avait apporté des capitaux. Je lui ai demandé combien. Il m'a dit 280 000 €, en 3 versements. Je lui ai demandé si la clinique existait. Hernan a fixé sa tasse vide. Il m'a dit qu'il y avait un terrain, des plans, un projet architectural, et une société enregistrée. Qu'il avait visité le terrain à 2 reprises. Je lui ai demandé qui lui avait présenté Damien lors de cet événement. Hernan a levé les yeux très lentement. Il m'a dit que c'était elle. Que Sandra était avec lui ce soir-là. Et que c'était elle qui lui avait assuré que cet homme avait une excellente réputation dans le secteur. Nous sommes tous deux restés assis là, en silence, dans ce café,
avec le dossier ouvert entre nous, et nos cafés froids. Deux hommes d'âge mûr, qui avaient tout construit par leur travail acharné, assis devant la preuve que la même femme démantelait nos vies en parallèle, depuis 3 ans. Moi, avec l'atelier pour 120 000 euros. Lui, avec une clinique qui n'existait probablement pas, pour 280 000 euros. Et tous les deux avec une police d'assurance vie, qui attendait son échéance. Hernan a été le premier à parler. Il m'a demandé ce que je voulais faire. Je lui ai dit la vérité. Je lui ai dit que je ne voulais pas d'un scandale. Que je ne voulais pas crier sur ma femme dans la cuisine, pour qu'elle pleure, ni tout en bloc, et le lendemain, vide les comptes et disparaisse. Je lui ai dit que je voulais récupérer chaque euro, que je voulais que cela soit consigné officiellement, et que je voulais qu'elle découvre que nous savions, au tout dernier moment possible, quand elle ne pourrait plus rien bouger. Hernan a hoché la tête lentement. Il m'a dit qu'il avait une condition. J'ai demandé laquelle. Il m'a dit qu'il voulait que Bernice soit protégée. Que cette femme avait risqué son emploi pour nous prévenir. Qu'elle avait une fille malade, et que s'il devait perdre cette maison, ou tout fermer, elle devait être couverte. Je lui ai dit que c'était la première chose juste que j'entendais depuis 2 semaines. Et là, à cette table, avec le dossier ouvert, tout a véritablement commencé. Nous nous sommes mis d'accord sur 3 règles. Premièrement, aucun de nous ne changerait de comportement, en quoi que ce soit. Il continuerait d'être le fiancé aimant, qui prépare un mariage pour décembre. Je continuerai d'être le mari calme, qui croit chacune de ses paroles. Deuxièmement, tout ce que nous trouverions passerait par Paloma, avant d'entreprendre la moindre action. Aucun de nous n'agirait de son propre chef. Troisièmement, la plus difficile, peu importe ce que nous découvririons, aucun de nous ne la confronterait avant l'heure. Hernan m'a serré la main, par-dessus la table. Il m'a dit qu'en 20 ans de bloc opératoire, il avait appris qu'on n'ouvre pas un corps avant d'avoir tous les résultats des examens. Le lendemain, nous avons commencé. Il a demandé à la compagnie d'assurance une copie complète de sa propre police, ce qu'il pouvait faire puisqu'il était le souscripteur. Paloma a commencé les recherches sur la société de la clinique, dans les registres publics. Et moi, j'ai fait une chose que je repoussais par peur. Je suis allé au registre des propriétés, pour demander le certificat du terrain que mon père m'avait laissé. Ce terrain était la seule chose qui était à moi. Un héritage, en indivision, d'une valeur de 90 000 euros. La femme au guichet a cherché dans le système, a imprimé une feuille, et me l'a tendue. Je l'ai lu, debout, juste là. Le terrain n'était plus à mon nom. Il avait été transféré il y a 7 mois, au moyen d'une procuration, signée par moi. Une procuration que je n'avais jamais signée. Je suis resté planté devant ce guichet, la feuille à la main, lisant le même paragraphe 4 fois. Le terrain de mon père. 3000 mètres carrés, à la périphérie de la ville, avec la vieille maison où il avait vécu ces dernières années. L'endroit où j'avais appris à me servir d'un tournevis à l'âge de 9 ans. Transféré il y a 7 mois. J'ai demandé à la femme au guichet le numéro de dossier, et le nom de l'acheteur. Elle me les a donnés. L'acheteur était une entreprise. Une société créée il y a 2 ans, avec 2 associés. L'un d'eux était Damien. J'ai quitté le bâtiment, et j'ai appelé Paloma depuis les marches, incapable de contrôler ma voix. Elle m'a dit de venir à son bureau immédiatement. J'y étais en 20 minutes. Elle avait déjà allumé son ordinateur, et vérifié le registre public. En entrant, je lui ai donné le certificat. Paloma l'a lu, a noté le numéro de dossier, et m'a dit qu'il nous fallait une copie de la procuration qui avait été utilisée. Elle m'a demandé si j'avais déjà signé une procuration générale. Je lui ai répondu que non, jamais. Et puis, je me suis tu. Parce que je me suis souvenu d'une chose. Il y a 8 mois, Sandra était rentrée un soir avec une pochette de papier de l'atelier. Elle m'avait dit que nous devions renouveler le permis municipal, mettre à jour l'enregistrement sanitaire, et signer quelques déclarations pour l'assurance des employés. Elle a mis 11 feuilles devant moi. Je rentrais d'une journée de 12 heures. Mes mains étaient sales, j'avais le dos en compote, et j'avais faim. J'ai signé les 11 documents, sans en lire une seule ligne. Elle me passait les feuilles une par une. Me montrant du doigt où signer. Pliant la partie supérieure de certaines feuilles, pour que je puisse mieux poser mon stylo. Pliant la partie supérieure, ai-je dit à Paloma. Elle a arrêté d'écrire, et m'a regardé. Elle m'a dit que cela s'appelait une signature en blanc dissimulé,
et que c'était la méthode la plus ancienne et la plus efficace qui soit. Car le signataire se souvient parfaitement d'avoir signé, et ne peut pas le nier. Puis, elle m'a demandé si la procuration avait été établie devant un notaire, en ma présence physique. Je lui ai dit que je n'étais jamais allé chez aucun notaire. Paloma a noté cela, l'a souligné, et m'a dit que, si c'était vrai, alors nous ne parlions plus d'une simple tromperie conjugale. Nous parlions d'un crime, impliquant la participation d'un officier public. Elle a demandé une copie de la procuration, le jour même. Il a fallu 4 jours pour qu'elle arrive. Ce furent les 4 jours les plus longs de ma vie. Pendant ces jours, j'ai continué à dormir à côté de Sandra, à prendre le petit déjeuner avec elle, à l'écouter me parler du cabinet, des formations, de la chaleur, et j'ai souri. Un soir, elle m'a demandé si j'allais bien, car elle me trouvait silencieux. Je lui ai dit que c'était le travail, que nous étions très occupés. Elle m'a massé les épaules pendant un moment, et m'a dit de ne pas trop forcer, que nous n'étions plus tout jeunes. Je l'ai remercié. Le vendredi, la copie de la procuration est arrivée. Paloma m'a appelé à 11h du matin, et m'a dit de venir. Quand je suis entré dans son bureau, le document était sur son bureau, avec une loupe à côté. Elle m'a demandé de m'asseoir. La procuration était générale, étendue, avec le pouvoir de vendre, d'hypothéquer, de transférer, et de disposer de tous mes biens, présents et futurs. Elle datait d'il y a 8 mois. Elle portait le sceau d'une étude notariale, et il y avait ma signature. Paloma m'a tendu la loupe, et m'a demandé de l'examiner calmement. J'ai regardé. C'était ma signature. Identique. La même inclinaison, le même trait final que je fais depuis l'âge de 18 ans. Je lui ai dit que c'était ma signature. Et Paloma m'a répondu qu'elle le savait déjà. Bien sûr que c'était ma signature, puisque je l'avais faite de ma propre main, ce soir-là, sur l'une de ces 11 feuilles pliées. Ensuite, elle m'a montré la deuxième page. Il y avait les signatures de 2 témoins. L'un était Damien. L'autre nom ne me disait rien, un certain Marcelo. Et en dessous, le sceau et la signature du notaire. Paloma avait déjà fait des recherches sur cette étude notariale. Elle m'a dit que ce notaire avait déjà fait l'objet de 2 plaintes pour des irrégularités dans des procurations. Les 2 avaient été classés sans suite, faute de preuves. Je lui ai demandé ce que cela signifiait. Elle m'a répondu que cela signifiait que nous avions la 3e plainte. Et que la 3e, avec des documents à l'appui, n'est jamais classée sans suite. Puis, elle a ouvert un autre dossier, et m'a montré ce qu'elle avait trouvé sur la société de la clinique. Elle existait dans le registre. Elle était légalement constituée. Elle avait 2 associés, Damien, et ce fameux Marcelo. J'ai demandé si le terrain de la clinique était réel. Paloma m'a dit que oui, il y avait bien un terrain. Et là, elle m'a montré le certificat de propriété de ce terrain. C'était mon terrain. Celui de mon père. Ils avaient utilisé une fausse procuration pour transférer mon héritage à une société, puis ils avaient montré ce terrain à Hernan comme étant le site de la future clinique, dans laquelle il avait investi 280 000 €. Sandra avait vendu à Hernan un projet, construit sur un terrain volé à son propre mari. Je me suis levé de la chaise, et j'ai marché jusqu'à la fenêtre de ce bureau. Dehors, les voitures passaient, les gens marchaient, un vendeur de fruits poussait sa charrette, le monde entier fonctionnait normalement. J'ai demandé à Paloma si nous pouvions aller à la police le jour même. Elle a dit, oui, nous pourrions. Et puis, elle m'a expliqué exactement ce qui se passerait si nous le faisions. Elle m'a dit que la plainte irait à un tribunal. Une enquête serait ouverte. Tôt ou tard, Sandra recevrait une notification. Et à l'instant où elle saurait qu'il y a une affaire en cours, elle ferait 3 choses dans la même journée. Premièrement, elle viderait les comptes de l'atelier, auquel elle avait toujours un accès total en tant que copropriétaire. Deuxièmement, la société transférerait le terrain à un tiers de bonne foi, ce qui le rendrait presque impossible à récupérer. Troisièmement, elle disparaîtrait avec l'argent d'Hernan, et avec le mien. Et avec 11 ans de pratique dans l'art de disparaître. Elle m'a dit que la justice était efficace pour poursuivre les crimes, mais très mauvaise pour récupérer l'argent. J'ai demandé ce qu'elle proposait. Paloma s'est calée dans son fauteuil, et m'a parlé pendant 20 minutes, sans interruption. Elle m'a dit qu'il nous fallait 3 choses avant de déposer plainte. Premièrement, sortir l'argent des comptes de l'atelier, légalement, et discrètement, sans qu'elle ne s'en rende compte. Cela pouvait se faire en ouvrant un nouveau compte, exclusivement à mon nom,
et en y détournant les paiements des nouveaux clients petit à petit, sans toucher au solde existant jusqu'au dernier jour. Deuxièmement, bloquer le terrain au registre, avec une mesure conservatoire urgente, qui pouvait être demandée sans notifier la partie adverse, et empêcherait toute vente ultérieure. Troisièmement, et c'était le plus important, amener Damian ou Marcelo à dire quelque chose dans un contexte qui puisse être légalement enregistré. J'ai demandé comment y parvenir, et Paloma m'a regardé. Elle m'a dit qu'ils avaient besoin d'argent pour avancer sur la clinique. Que Hernan avait déjà mis 280 000 €, et qu'il lui en demanderait sûrement encore. Elle m'a dit qu'Hernan devait offrir une 4e contribution, une grosse somme, la plus grosse, et exiger une réunion en face à face avec les 2 associés pour signer l'avenant au contrat. Ce soir-là, j'ai appelé Hernan, et je lui ai tout raconté. Le terrain, la fausse procuration, la société, le notaire. Et je lui ai dit que la clinique dans laquelle il avait investi était prévue sur le terrain que mon père m'avait laissé. Hernan est resté silencieux si longtemps que j'ai cru que l'appel avait été coupé. Puis, il m'a demandé combien il devait offrir. Je lui ai dit que Paloma suggérait 300 000 €. Il m'a dit qu'il allait offrir 400 000 €. Je lui ai demandé pourquoi 400 000 €. Il m'a répondu par une phrase qui m'est restée gravée. Il a dit que 400 000 €, c'était exactement la valeur de sa police d'assurance vie, et qu'il voulait voir le visage de Sandra quand elle entendrait ce chiffre. Hernan a passé l'appel un lundi matin. Il a dit à Damian qu'il voulait augmenter sa participation dans la clinique, qu'il avait vendu quelques actions, et qu'il avait des capitaux disponibles. Qu'il voulait entrer avec 400 000 € supplémentaires, et devenir l'associé majoritaire du projet. Damian a répondu en moins de 2 heures. Il lui a dit que c'était une excellente décision, qu'il fallait formaliser cela le plus vite possible, et qu'il allait se coordonner avec l'autre associé. Paloma nous a expliqué que c'était exactement ce qu'elle espérait. Que l'avidité pousse les gens à se presser, et à sauter les étapes qu'ils respectent d'ordinaire. Pendant les 3 semaines suivantes, nous avons travaillé en silence. J'ai ouvert un nouveau compte, exclusivement à mon nom, dans une banque où nous n'avions jamais opéré. J'ai commencé à facturer les nouveaux travaux avec ses coordonnées. Mes 3 employés n'ont posé aucune question quand je leur ai dit que l'atelier réorganisait son administration. En 3 semaines, 22 000 € sont arrivés sur ce compte. Sandra continuait de vérifier les anciens comptes, où tout semblait normal, car je n'avais pas touché à un seul peso du solde existant. Paloma a déposé la demande de mesure conservatoire sur le terrain un jeudi après-midi. Le tribunal l'a accordé le lundi suivant, sans notifier l'autre partie, en raison du risque évident que la propriété soit transférée à un tiers. À partir de ce lundi, mon terrain était gelé. Personne ne pouvait le vendre, l'hypothéquer, ou le transférer, et il n'en savait rien. Bernice a aussi fait sa part. Elle m'a dit que Sandra avait commencé à apporter des affaires au manoir, des vêtements, des chaussures, des cartons. Que le placard de la suite était déjà plein. Et que, le samedi, elle l'avait entendu parler au téléphone dans le jardin, disant qu'après décembre, tout serait plus simple. Après décembre. Le mariage était en décembre. Le délai de carence de ma police se terminait en novembre. 1 mois de différence. Paloma m'a dit que ce détail était ce qui l'inquiétait le plus dans toute cette affaire, et que nous devions en finir avant novembre. La réunion a été fixée à un vendredi, à 18 h, dans la salle de conférence d'un immeuble de bureaux du centre-ville. Hernan l'avait organisé avec une précision chirurgicale. Il avait choisi ce bâtiment parce qu'il y avait des caméras de sécurité dans le hall, dans l'ascenseur, et dans la salle de conférence. Des caméras avec prise de son. Et aussi parce que le gérant de l'immeuble était son patient depuis 10 ans. Hernan a demandé une seule faveur au gérant, l'accès aux enregistrements de cet après-midi-là. Paloma s'est occupée du reste. Elle a soumis au tribunal une demande anticipée de conservation des preuves, déclarant que cet enregistrement existerait, et précisant le contexte dans lequel il allait être réalisé. Tout a été mis par écrit avant que cela ne se produise. 3 jours avant la réunion, Hernan m'a appelé. Il m'a dit que Sandra l'avait interrogé sur cet investissement. Je lui ai demandé ce qu'elle lui avait dit exactement. Il m'a répondu qu'elle lui avait demandé, avec une inquiétude parfaite, s'il était vraiment sûr de lui. Et qu'elle lui avait recommandé de lire attentivement les documents avant de signer. J'ai demandé pourquoi elle ferait ça, et Hernan m'a donné la réponse la plus glaçante de toute cette histoire. Il m'a dit qu'elle ne voulait pas qu'il se doute de quoi que ce soit. Que si elle l'avait poussé à investir, il aurait pu avoir des doutes. En lui conseillant la prudence,
elle s'assurait qu'il lui fasse encore plus confiance. 3 ans à étudier cet homme, pour savoir exactement quoi dire, tout comme avec moi pendant 14 ans. Le vendredi est arrivé. Je n'allais pas être dans cette pièce. C'était l'accord. Mon visage était connu, j'avais été dans cette maison 3 fois, et toute l'opération reposait sur le fait que personne ne devait se douter de rien. Je me suis garé dans la rue, en face de l'immeuble, à 17h30. J'ai vu Hernan arriver à 17h40, avec une mallette. À 18h05, une voiture grise est arrivée. 2 hommes en sont sortis. Le premier était grand, avec une barbe courte, et une grosse bague à la main droite, exactement comme Bernice l'avait décrit. Le deuxième était plus petit, avec un dossier sous le bras. Ce devait être Marcelo. Je les ai vus entrer, et je suis resté dans ma camionnette pendant 1h40, les mains sur le volant, sans allumer la radio. À 19h40, ils sont sortis. Ils se sont dit au revoir sur le trottoir, en se serrant la main. Damian a tapé sur l'épaule d'Hernan, riant de quelque chose. La voiture grise s'est éloignée. Hernan est resté sur le trottoir pendant un moment. Puis, il a traversé la rue, et est monté dans ma camionnette. Il n'a rien dit pendant 1 minute entière. Puis, il m'a tendu une clé USB. Il m'a dit que le gérant lui avait donné une copie de tout, avant qu'il ne descende. Nous avons conduit jusqu'au bureau de Paloma, sans parler. Elle nous attendait. Même s'il était 20h un vendredi soir, elle a branché la clé USB, a lancé le fichier, et nous nous sommes assis tous les 3 devant l'écran. L'enregistrement durait 1h35. Il commençait par les salutations, tous les 3 s'asseyant, Marcelo ouvrant le dossier et étalant les papiers sur la table. Pendant la première demi-heure, ils ont parlé du projet, des délais, des permis, des architectes, du calendrier des travaux. Tout était parfaitement normal, jusqu'à ce qu'Hernan pose la première question. Il a demandé, très naturellement, si le terrain était libre de toute hypothèque ou privilège, car son avocat l'exigerait avant de transférer l'argent. Damian lui a répondu que oui, que le terrain était impeccable. Hernan a insisté, il a demandé à qui il l'avait acheté. Et c'est là que Marcelo a fait sa première erreur. Il a dit qu'il l'avait acheté à une famille, par l'intermédiaire d'un mandataire. Hernan a demandé si le mandataire était le propriétaire. Marcelo a répondu que le mandataire était la femme du propriétaire. Damian l'a regardé. Paloma a arrêté l'enregistrement à ce moment-là, et nous a dit que nous venions d'entendre un aveu explicite, il savait que le propriétaire était quelqu'un d'autre. La vidéo a repris. Hernan a demandé, sur un ton de plaisanterie, si le propriétaire était d'accord avec la vente. Et Damian a ri. Et il a prononcé la phrase qui restera à jamais dans ce dossier. Il a dit que le propriétaire était un gars qui signait tout ce que sa femme lui mettait sous le nez. Et il a ajouté que, si jamais il se pointait pour poser des questions, tout aurait déjà été transféré 3 fois, et que ce serait un problème pour le tribunal. Hernan n'a pas réagi. Il a continué à poser des questions sur les délais de construction, comme si de rien n'était. 40 minutes plus tard, est venue la deuxième partie. Hernan a mentionné qu'il voulait inclure sa fiancée comme signataire autorisé sur le projet, puisqu'il se mariait en décembre. Marcelo a levé les yeux des papiers, et Damian a dit que ce n'était pas nécessaire, car elle figurait déjà dans les statuts de la société, depuis le début. Hernan a demandé depuis quand. Et Damian a répondu, depuis 2 ans, sous son nom de jeune fille. Hernan a demandé pourquoi avec son nom de jeune fille. Damian a haussé les épaules, et a répondu que c'était pour des raisons fiscales, que c'était du pareil au même. Paloma a de nouveau arrêté l'enregistrement. Elle nous a dit que nous venions d'obtenir la preuve que Sandra était une associée fondatrice de la société qui avait reçu mon terrain, grâce à la fausse procuration. Elle n'était pas une intermédiaire. Elle n'était pas une bénéficiaire passive. Elle était associée avant même que la procuration ne soit falsifiée. J'ai regardé Hernan. Il était assis, les coudes sur les genoux, fixant le sol. Et il m'a dit, sans lever les yeux, que pendant toute la réunion, il n'y a eu qu'un seul moment où il a senti que sa voix allait se briser. J'ai demandé lequel. Il a répondu que c'était quand Damian l'avait interrogé sur le mariage de décembre, et leur avait souhaité beaucoup de bonheur. Paloma a fermé l'ordinateur. Elle nous a dit qu'avec ça, nous avions tout. La fausse procuration, le notaire, la société, l'enregistrement avec les aveux explicites, les relevés bancaires, les polices d'assurance. Elle nous a annoncé qu'elle déposerait la plainte pénale le lundi.
Et puis, elle nous a demandé une chose. Elle a demandé comment nous voulions qu'elle la prenne. Hernan a levé la tête, et a dit que le mariage était toujours prévu. Qu'il restait 6 semaines, que les invitations étaient déjà imprimées, et qu'il avait bien l'intention d'être dans cette église. Les 6 semaines qui ont suivi ont été les plus étranges de ma vie. Je prenais mon petit déjeuner chaque matin avec une femme contre laquelle une plainte pénale avait été déposée. Paloma l'avait déposée ce lundi-là, avec tout le matériel. Le tribunal a ordonné le placement sous scellé de la procédure, ce qui signifiait qu'il n'y aurait aucune notification aux accusés tant que les mesures n'étaient pas terminées. Pendant ces 6 semaines, des choses se sont passées, sans qu'elle ne le sache jamais. Le tribunal a ordonné la saisie du protocole du notaire. Le notaire a été convoqué pour témoigner. Et d'après ce que Paloma nous a dit, il s'est effondré dès la première audition. Il a admis que la procuration avait été établie en mon absence, et a donné le nom de la personne qui l'avait demandé. C'était Marcelo. Le tribunal a ordonné la saisie préventive des comptes de la société, et a émis une mesure sur les 2 polices d'assurance, suspendant tout paiement ou modification jusqu'à la résolution de l'affaire. Le délai de carence de ma police se terminait le 14 novembre. Ce jour-là, j'étais sur le toit d'un supermarché, en train de changer un compresseur sous 38 degrés. Je suis redescendu à 19 h. Je suis rentré chez moi, et Sandra m'avait préparé mon plat préféré. Elle m'a dit que c'était parce que la journée avait été longue. J'ai tout mangé, je l'ai remerciée. Et cette nuit-là, en fixant le plafond pendant qu'elle dormait à mes côtés, j'ai compris que je ne ressentais plus rien. Ni haine, ni douleur. Juste l'immense épuisement d'avoir achevé un très long travail. J'ai fini de vider les anciens comptes de l'atelier le 28 novembre, avec l'autorisation du juge, en transférant le solde sur un compte de dépôt judiciaire, 62 000 €. Le mariage était prévu pour le 13 décembre. Les derniers jours ont été les plus difficiles. Sandra a commencé à me dire qu'en janvier, elle allait prendre quelques semaines pour se reposer. Qu'elle avait trop travaillé. Elle a suggéré que nous fassions un voyage. Elle a parlé de la plage. Je lui ai dit que c'était une excellente idée. Elle m'a serré dans ses bras, et m'a dit que j'étais un homme bon. Ce fut la dernière chose gentille qu'elle ne m'ait jamais dite. Le 11 décembre, Sandra m'a annoncé qu'elle allait dans la capitale pour 4 jours, pour une formation spéciale de fin d'année. Je lui ai dit d'y aller. Elle est partie le matin du 11, avec 2 grandes valises, au lieu de sa petite valise habituelle. Par la fenêtre de la cuisine, je l'ai vue charger la voiture. Avant de monter, elle a vérifié son téléphone, a souri à l'écran, et a tapé quelque chose rapidement. Exactement comme ce premier vendredi. Le 13 décembre. À 10 h du matin, l'église était pleine. 120 invités. Des collègues de l'hôpital, la famille d'Hernan, des amis, des voisins de la résidence. Et au 3e rang, assis côte à côte, Damian et Marcelo. Je suis entré 10 minutes avant l'heure, avec Paloma à mes côtés, dans un costume gris que j'avais acheté la semaine même. Nous nous sommes assis au dernier rang. Personne ne me connaissait. J'étais un invité comme les autres. Bernice était dans l'avant-dernier rang, avec sa fille. Hernan était déjà à l'hôtel, quand je l'ai vu de dos, dans son costume sombre, les mains croisées. J'ai ressenti un énorme respect pour cet homme. Sandra est entrée à 10 h 15. Elle est entrée seule, car elle n'avait personne. Elle est entrée dans une robe blanche qui coûtait plus cher que ma camionnette. Elle est entrée en souriant, regardant de tous côtés, saluant de la tête des gens qu'elle ne connaissait pas. Elle est passée à 1 mètre de moi. Elle ne m'a pas vu. En 14 ans de mariage, cette femme n'avait jamais appris à regarder derrière elle. Elle a marché jusqu'à l'autel, et a pris la main d'Hernan. Le prêtre a commencé la cérémonie. Et quand est venu le moment où il a demandé si quelqu'un avait quelque chose à dire, Hernan a levé la main. Il a demandé au prêtre la permission de parler avant l'échange des vœux. Il a dit qu'il voulait dire quelques mots à ses invités. Le prêtre, surpris, s'est écarté. Hernan s'est tourné vers l'assemblée, et a parlé avec cette même voix calme de toujours. La même avec laquelle il m'avait accueilli chez lui, le jour où j'ai vu le peignoir blanc. Il a dit qu'il voulait remercier tout le monde d'être là. Il a dit qu'il y a 4 ans, il avait perdu sa femme, et qu'il pensait ne jamais rien reconstruire. Il a dit qu'il y a 3 ans, il avait rencontré une femme qui lui avait redonné goût à la vie. Sandra le regardait avec des yeux brillants. Et puis,
Hernan a ajouté qu'il y avait une personne dans cette église, sans laquelle il ne serait pas là aujourd'hui. Une personne qui avait complètement changé son destin. Il a dit qu'il voulait que cette personne se lève. Et il a prononcé mon nom, Oscar. Je me suis levé, au dernier rang. 120 têtes se sont tournées. Et j'ai vu le moment exact où Sandra m'a reconnu. C'était comme regarder un bâtiment s'effondrer de l'intérieur. D'abord son visage, puis ses épaules, puis ses mains. Le bouquet a glissé de ses mains, et est tombé sur le sol, entre elle et Hernan. Hernan a continué à parler. Il a dit qu'Oscar était un technicien en réfrigération. Qu'il était venu chez lui pour réparer la climatisation de la suite, et que, dans la salle de bain de cette suite, il avait trouvé un peignoir blanc avec un nom brodé. Le nom de sa femme. L'église s'est remplie d'un murmure, qui a enflé comme une vague. Sandra a essayé de parler. Elle a prononcé le nom d'Hernan une seule fois, avec une voix complètement brisée. Hernan ne l'a pas regardé. Il a continué. Il a dit que cette femme était mariée depuis 14 ans, qu'elle passait 3 ans à vivre de vie, qu'elle lui avait présenté un investisseur pour une clinique qui ne verrait jamais le jour. Et il a dit que le terrain pour cette clinique avait été volé, avec une fausse procuration, à l'homme qui se tenait debout, au dernier rang. Damian s'est levé de son siège, au 3e rang. Et là, les portes de l'église se sont ouvertes. 4 officiers de justice sont entrés, avec le mandat d'arrêt que le tribunal avait émis 2 jours plus tôt. Et que Paloma avait demandé à faire exécuter ce jour-là, à cet endroit précis, pour une raison très simple, c'était le seul moment où tous les 3 seraient réunis au même endroit, et aucun d'eux ne pourrait s'échapper. Damian et Marcelo ont été arrêtés dans l'allée centrale, devant 120 personnes. Sandra a été arrêtée à l'hôtel, dans sa robe blanche, avec le bouquet par terre. Personne n'a crié. Personne n'a applaudi. Ce fut un silence absolu, terrible. Le genre de silence dont on se souvient toute sa vie. Alors qu'il l'emmenait dans l'allée, elle est passée près de moi pour la 2e fois de la journée. Et cette fois, elle m'a regardé. Elle a dit 3 mots. Elle m'a demandé, depuis quand? Je lui ai répondu, depuis ce lundi où je suis allé réparer une climatisation. Ils sont sortis, les portes se sont fermées. Hernan est descendu de l'hôtel, a marché jusqu'au dernier rang, et m'a pris dans ses bras, devant tout le monde. Puis, il s'est adressé aux invités une dernière fois. Il leur a dit que le déjeuner était payé, que la réservation de la salle était maintenue, et que s'ils voulaient se joindre à lui, il y serait. 80 personnes y sont allées. Ce fut le déjeuner le plus étrange et le plus humain auquel j'ai jamais assisté de ma vie. Le procès a duré 1 an et 7 mois. Sandra a été reconnue coupable d'escroquerie aggravée, d'usage de faux documents publics, et d'association de malfaiteurs. Damian et Marcelo ont écopé de peines plus lourdes, en raison de leurs antécédents. Le notaire a perdu sa licence, et a également été condamné. L'accident de ce premier mari a fait l'objet d'une enquête. Rien n'a pu être prouvé. L'affaire a été classée faute de preuves, après 11 ans. Parfois, j'y pense. J'essaie de ne pas le faire. J'ai récupéré le terrain de mon père en septembre de l'année suivante. J'ai récupéré 64 000 € des 120 000 € qui manquaient à l'atelier. Le reste n'est jamais réapparu. Hernan a récupéré 190 000 € des 280 000 € qu'il avait investis. Aujourd'hui, j'ai 50 ans. L'atelier compte 5 employés et 3 camionnettes. Je travaille moins qu'avant, parce que j'ai appris que ça ne vaut pas la peine de se tuer à la tâche pour de l'argent que quelqu'un d'autre fait sortir par la porte de derrière. Bernice ne nettoie plus de maison. Hernan a payé les études de sa fille, qui travaille maintenant dans l'administration de l'hôpital. Bernice vient déjeuner chez moi un dimanche par mois. Elle apporte toujours ce flan qu'elle prépare, et me dit toujours la même chose, qu'elle a juste gardé quelques photos dans une boîte à biscuits. Je lui réponds que quelques photos dans une boîte à biscuits m'ont sauvé la vie. Et c'est littéral. Hernan et moi sommes amis. De vrais amis. Le genre qui se parle au téléphone le dimanche. Nous avons vraiment construit la clinique, sur mon terrain. L'ancienne société a été dissoute, et une nouvelle a été créée à nos 2 noms. Il a fourni l'équipement médical, j'ai fourni le terrain, et toute la réfrigération du bâtiment, ce qui est la seule chose que je sache bien faire. Elle porte le nom de sa première femme. Paloma est l'avocate de la clinique. Je ne sais rien de Sandra, et je ne veux rien savoir. Il y a quelques mois, un nouveau client m'a appelé pour une installation dans une grande maison. Quand je suis entré,
la dame s'est excusée pour le désordre, et m'a accompagné dans la chambre principale. Il y avait un peignoir accroché derrière la porte de la salle de bain. Je l'ai fixé pendant une seconde, puis j'ai continué à travailler calmement. Parce que j'ai appris quelque chose, au cours de toutes ces années. Vous ne pouvez pas contrôler ce que les autres font dans votre dos. Mais vous pouvez décider quel genre d'homme vous êtes, quand la vérité finit par éclater. J'ai décidé de ne pas crier. J'ai décidé d'observer. Et c'est pourquoi je suis ici aujourd'hui, à vous raconter cela, avec la maison de mon père toujours à mon nom.